Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Obsèque officielle avec élévation au grade de chevalier de l'ordre de la valeur à titre posthume par le représentant du chef de l'État. Tel est le dernier cliché que la nation réserve à ses valeureux lions arrivés en fin de partie. Leur disparition, des suites de maladies ou sur le champ d'honneur s'accompagne toujours de commentaires les plus fous. Des doigts accusateurs, la plupart du temps, sont pointés sur l'État, accusés à tort ou à raison de négligence, et certains vont même parfois jusqu'à parler de non-assistance à lions en danger. Les tenants de cette thèse font prévaloir que les services rendus à la nation, qui, à eux seuls, suffisent pour conférer à certains anciens lions un certain nombre d'égards. Une vision très vite balayée par les défenseurs de la thèse autonomiste. Ils pensent que ce serait encourager la facilité que de ne pas faire comprendre aux footballeurs que l'après-carrière se prépare pendant la carrière. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julienne Berthe Bissaï. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Lion indomptable, Fouet, Massing, Stéphane Tato, la nation par reconnaissance, c'est une interrogation, madame, monsieur, pour tenter de répondre à cette interrogation. Justement, nous avons invité ici en plateau et des politiques et des experts, des questions de sport, également des footballeurs que vous aurez tout au long de cette émission. Je vais commencer par le nouveau, Vincent de Paul-Yédé, bienvenue. Merci. Vous êtes conseiller municipal PCRN, hein? À Douala-Croix, dans le 3e arrondissement de Douala. Oui. Et c'est un plaisir d'être là. Voilà. Merci pour l'accueil. Voilà. En face de vous, le RDPC est toujours là. Docteur Patrick Defouet, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes et aux millions de téléspectateurs d'Equinox Soir. Voilà, à côté de vous, Serge Pensi. Parce qu'on parle de football, il est toujours là. Bonsoir Serge, bienvenue, une fois de plus. Bonsoir Serge Alain autour et bonsoir aux copanélistes. Et un bonsoir spécial à un lion indomptable de micro, Joseph Cyril Kémené. Voilà, c'est ce qui nous regarde en ce moment. Bon, je commence par vous, Serge Pensi. Pourquoi cette question revient toujours au bout du jour? Les lions se sentent abandonnés, ils sont abandonnés. Pourquoi ce débat-là est toujours court? Non. J'ai dit dans ma chute, la carrière, l'après-carrière se prépare pendant la carrière. Non, je ne pense pas que les lions se sentent abandonnés. Je crois qu'il y a un groupuscule des lions indomptables qui... Un groupuscule? Oui. C'est péjoratif, hein? Oui, un groupuscule parce que le Cameroun n'a pas commencé à jouer au football en 90. Oui. Je crois que c'est un groupuscule des lions indomptables de 90, ceux qui ont atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde, qui font un peu du tam-tam là autour quand ça ne va pas. Mais, ils ne sont pas abandonnés. Je crois que... Il y a des lions qui ont continué, qui ont l'après-carrière. Je connais Eugène Keke qui s'est reconverti en ressorteur. Il y en a d'autres. Donc, Joseph Antoine est consultant. Vous avez suivi l'histoire de capitaine Stéphane Tato? L'histoire de capitaine Stéphane Tato. Attendez, moi j'entends toujours que l'État ne fait rien, l'État n'a pas fait ceci, l'État n'a pas fait cela. Vous savez combien gagne un enseignant en moyenne, durant toute sa carrière, du primaire au secondaire? C'est environ 125, en moyenne, 125, 150 000 francs de salaire. Multipliez ça par 30, par 12 mois, vous avez 1 800 000, multipliez ça par 30 années de carrière, vous n'allez même pas 50 millions. Hein? C'est ce que les Lions gagnent quand ils vont faire 3 matchs en Coupe du Monde. Hein? Ils vont faire 3 matchs en Coupe du Monde, ils gagnent 50 millions de francs. Alors, il y a des Lions qui ont fait 4 Coupes du Monde, comme Rigobert Song. Alors, vous pouvez multiplier 30 millions ou 40 millions fois 4, et vous allez avoir le montant. Donc, il faut qu'on essaye un peu de relativiser, il faut essayer un peu de réfléchir quand on pose des actions. Je crois qu'ils vont un peu trop loin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas revendiquer, mais je les trouve un peu cupides. Voilà.
Vincent Paul Yédé, sur ce débat, l'État, on entend l'État ne fait pas assez, un peu comme les artistes, certains artistes à un moment. On dit il faut que l'État vienne en aide. La même chose pour certains lions, l'État doit venir en aide. Est-ce que vous comprenez ce problème? Absolument. Parce qu'à côté, comme a dit Serge Messi, il y a des lions qui ne se plaignent pas, entre guillemets. Je voudrais d'abord me démarquer de la posture qu'il a prise tout à l'heure en parlant de la génération 90. Il devrait en parler avec beaucoup de respect. Parce que c'est les seuls qui ont mis notre pays au firmament de la gloire. Et vous savez pourquoi on ne devrait pas? On devrait les prendre avec... Je voudrais dire, la posture qu'il adopte en parlant des Lions de 90 n'est pas la bonne. Il devrait en parler avec beaucoup de respect. Quand il parle de groupuscule, il ne s'agit pas d'un groupuscule. Nous parlons du comportement de la nation vis-à-vis de ses anciennes gloires. On parle des lions indomptables. Et il a bien fait de le dire, il n'y a pas que dans le sport, il n'y a pas que dans le football, il y en a également dans la chanson. J'en profite d'ailleurs pour faire un coucou à Matt Zambo, que nous sommes allés visiter ce matin, en compagnie de l'honorable Nouran, du départemental et du régional du PCR. Donc je voudrais dire que nous devons respecter ceux qui ont œuvré pour ce pays, ceux qui ont donné la gloire à ce pays. Maintenant, que les gens se comportent envers l'État comme un État-providence, on peut les comprendre. Parce qu'il faut quand même dire que l'État a un rôle. Ce rôle-là, c'est de créer les conditions pour que les anciennes gloires puissent, à la fin de leur carrière, mener une vie décente. On ne va pas dire que tous les anciens sportifs sont dans cette situation, ce n'est pas le cas, mais il n'est pas bon que des gens qui ont porté haut le flambeau de notre pays se retrouvent dans des situations telles que nous les avons vues. Il n'y a pas que ceux de 90. Oui, 82 aussi. Il y en a ceux de 82 et même ceux d'après dont on a parlé sur vos plateaux ici. Et donc, je me démarque directement de sa posture. Et vous savez, au PCRN, nous mettons l'humain au centre de nos préoccupations. Donc, à côté de l'État, il y a quand même les institutions qui encadrent ces sportifs. La FECAFOOT, en l'occurrence, qui devrait, dans le cas d'espèce, créer un plan de carrière pour ces sportifs, pour ces anciens sportifs, ou tout au moins les amener à s'organiser. Nous avons vu des tentatives avec M. Maebi, paix à son âme, qui a voulu regrouper les sportifs au sein d'un syndicat, justement pour leur permettre de mieux se préparer à prendre la retraite. Bon, cette association a connu la fortune que nous connaissons aujourd'hui, mais à côté de ça, il y a les sportifs eux-mêmes, qui en réalité restent les seuls responsables de la gestion de leur carrière, qui devraient penser pendant qu'ils sont dans les affaires, pendant qu'ils sont encore en activité, qui devraient penser à leur fin de carrière. Mais enfin, il y a la société elle-même aussi. Rien n'empêche à votre entreprise ici, par exemple, de prendre une ancienne gloire et de la mettre sur des plateaux ici, comme consultant. Rien n'empêche à toutes ces entreprises qui se font de l'argent dans notre pays de prendre ces anciens sportifs comme consultants, comme mascottes. Ça ne se fait pas jusqu'alors. Donc, les responsabilités, s'il faudrait que je m'arrête là, sont partagées. Aussi bien au niveau de ces sportifs qu'au niveau de l'État, qu'au niveau de la société elle-même. Voilà, ça c'est le premier jet que je pourrais faire par rapport au sujet. Docteur Patrick Rifoué, vous comprenez ce procès-là, entre guillemets, qui est fait tout le temps à l'État. L'État abandonne, ne fait pas assez pour ses anciennes gloires. Bon, écoutez, je pense que vous avez utilisé dans la formulation de votre thématique un mot juste. Reconnaissance. Oui. Est-ce qu'il y a de la reconnaissance à l'endroit de nos anciennes gloires? Est-ce que l'État manifeste cette reconnaissance en pratique? Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Lorsqu'on parle de reconnaissance, il s'agit de formes de gratitude.
Et je pense que pour ce qui concerne les Lions indomptables, les gratitudes sont d'abord et souvent financières. À titre d'illustration, je rappellerai à certains que pour la Coupe du Monde 2014, nos valeureux Lions, qui n'ont pas passé le premier tour, qui n'ont pas remporté un match, ont eu 100 000 €. À titre de comparaison, le champion du monde, l'Allemagne, était à 300 000 €. C'est quand même l'Allemagne, c'est une très grande puissance. Ils étaient à 300 000 € alors que nos gars étaient à 100 000 €. Donc, sur ce point-là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de marque de reconnaissance. Second niveau, les célébrations. Est-ce que les Lions indomptables, à chaque fois qu'ils ont remporté des compétitions, à chaque fois qu'ils ont porté haut les couleurs nationales, n'ont pas été célébrés comme il se devait? Oui. Il me semble que personne ici ne peut le contester. Ils ont souvent été célébrés. Et d'ailleurs, vous avez parlé dans votre propos liminaire du fait que Stephen Tato a été élevé au grade de chevalier de l'ordre de la valeur. C'est le plus... À titre posthume. À titre posthume. C'est l'ordre de la valeur, c'est l'ordre honorifique le plus élevé dans ce pays, au-dessus de l'ordre du mérite. Et ça arrive très couramment aux footballeurs d'être nominés dans cet ordre-là. Troisième niveau, troisième marque de reconnaissance, les citations. Le chef de l'État, à chaque fois qu'il veut s'adresser à la jeunesse et qu'il veut leur dire, prenez exemple, cite de manière systématique les Lions indomptables, en disant aux jeunes, prenez exemple sur ces gars qui sont la preuve de l'abnégation, du travail, ainsi de suite. Donc, en termes de reconnaissance, il me semble que la nation Cameroun fait suffisamment pour les Lions indomptables. Okay. Maintenant, est-ce qu'il appartient à l'État de gérer les carrières de ces footballeurs? Ce sont des footballeurs. Ils ne jouent pas à plein temps à l'équipe nationale. Dans la carrière d'un footballeur qui peut faire 600 matchs, vous avez à peine 100 matchs qui sont consacrés à l'équipe nationale. L'essentiel de leur carrière se passe dans leurs équipes, qui sont des équipes amateurs ou professionnelles. Et c'est en fonction de ces carrières-là qu'ils doivent gérer l'après. Il n'appartient pas à l'État d'interférer dans ces carrières. Donc, effectivement, c'est dommage qu'on se retrouve avec des Lions qui sont souvent dans des situations qui sont des situations dramatiques. Ça a été le cas de Stephen Tato. Mais il me semble que lorsqu'il est décédé, la nation, encore marque de reconnaissance, a organisé ses obsèques. En même temps, on me dit qu'il aurait souhaité avoir tout ça de son vivant. Hein? Oui, et d'ailleurs, il y a un adage qui dit « Célébrez-moi quand je suis encore en vie ». Voilà. Mais Stephen Tato a été célébré de son vivant. Cependant, il a mené une vie, il a mené une carrière qui était une carrière professionnelle. Okay. Il a gagné de l'argent. Même à l'équipe nationale, il a gagné de l'argent. Est-ce qu'il appartient à l'État de jouer les tuteurs et de venir dire à chacun « Voilà comment tu dois gérer ton argent, voilà comment tu dois mettre de l'argent de côté ». Non. Okay. Ce sont des grands garçons, ils doivent gérer leur argent de manière individuelle. D'ailleurs, et je pense que M. Kelbel a dit, ce sont des cas... Non, il y a des... M. Edel a indiqué, ce sont des cas isolés qui nous interpellent tous, oui. Mais on ne peut pas, à partir de ces quelques cas qui sont des cas isolés, prétendre qu'il n'y a pas de marque de reconnaissance de l'État. Je chuterai en disant quelque chose de très simple. Moi, j'aime bien qu'on cite les Lions indomptables en exemple. Ces professionnels du ballon gagnent des sommes faramineuses que le Camerounais moyen ne gagnera jamais. Donc, si vous avez gagné 200, 300 millions et que vous finissez comme un crève la misère, vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. Serge Pensy a indiqué tout à l'heure qu'un enseignant ne gagnera jamais ça. Moi, je suis enseignant à l'université de Douala. Je pense que je ne gagnerai pas 50 millions durant toute ma carrière à l'université de Douala. Première chose. Dernière chose. Nous avons des soldats dans ce pays qui se battent tous les jours pour préserver l'intégrité territoriale de notre pays, qui y donnent leur vie, un peu comme c'est arrivé à Marc-Vivien Foué. Vous savez, les marques de reconnaissance dont on gratifie les Lions, ils n'en bénéficient jamais. Donc, je pense qu'il faut rester mesuré lorsque nous parlons de marques de reconnaissance à l'endroit de ces professionnels du ballon rond. Voilà, merci. On accueille donc sur le plateau Pierre-Emmanuel Bignam. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Serge Alain. Voilà, du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pierre-Emmanuel Bignam, vous pensez que l'État ne fait pas assez pour
ses anciennes gloires. Et bonsoir à tous mes copanélistes. Un bonsoir également à tout le peuple de la Renaissance qui me suit en ce moment. Oui, allons-y. Alors, concernant la situation des footballeurs, ce que je veux dire, c'est que... Serge Pensi a dit certains. Concernant la situation des footballeurs, moi, je vais faire une analyse du football globalement. Oui. Parce que moins de 20% d'entre eux deviennent professionnels et signent des contrats à l'étranger. Tout cela, plus de 80% des footballeurs finissent leur carrière ici et continuent à vivre ici jusqu'à la retraite. Donc, ce que moi je peux dire, c'est que tout à l'heure, par exemple, Patrick disait qu'il est enseignant, il ne pourra pas gagner 50 millions toute sa vie et tout. Quelque part, c'est vrai, mais dans le contexte actuel, on sait que ce n'est pas vrai, parce que bientôt, à travers le RDPC, lorsqu'il aura une nomination, il va faire un seul détournement, ça va lui donner 5 milliards. Donc, maintenant, je reviens sur le football pour dire que n'analysons pas les choses de cette façon-là. Les footballeurs, ils ont choisi un métier qui les met au devant de la scène. Ce sont des personnalités publiques et adulées. C'est le peuple, il faut bien le préciser, le bas peuple, qui célèbre les gloires du football camerounais. Je dis bien le bas peuple. Allez dans les bars, allez dans les snacks, allez dans les quartiers, les carrefours, lorsque les Lions Indomptables jouent, c'est le bas peuple, à plus de 99% qui les célèbre. Cependant, ce bas peuple n'a pas les moyens de subvenir à leurs besoins lorsqu'ils prennent la retraite. Tout à l'heure, on parlait des salaires des footballeurs qui sont mirobolants. C'est vrai, mais à l'intérieur de ces salaires-là, je parle devant sous le contrôle d'un professionnel. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Ces gens-là ont des managers, ils ont des kinésithérapeutes, ils ont beaucoup de personnes qui interviennent dans leur salaire. Il peut arriver, évidemment, qu'un footballeur milliardaire soit pauvre à la retraite. Ce n'est pas pour cela que son État, son pays, ne va pas chercher voies et moyens pour le couvrir. Quand on regarde le cas, par exemple, on voit des anciennes gloires qui ont joué la Coupe d'Afrique 1972. On a vu un, je ne cite pas son nom, qui, à Mondovision, dormait, passait les nuits dehors, traînait une hernie. Toutes ces images ternissent l'image de notre pays, qui est une grande nation de football. Ça vient ici conclure le fait que le Cameroun n'a aucune politique de développement de sport, encore moins d'encadrement du sport. Alors, il y a une forme de reconnaissance. Il y a souvent des formes de reconnaissance qui sont manifestées par rapport à certains mieux qu'aux autres. Je prends le cas de Roger Mila, qui est ambassadeur itinérant depuis 18 ans. Bon Dieu, ce n'est pas Roger Mila qui a créé le football au Cameroun. Il n'a pas à faire 18 ans à un poste. Il a fait 5 ans à ce poste, on le met de côté et on donne à une autre ancienne gloire. Où sont les Tokoto, Jean-Pierre Tokoto? Où sont tous ces autres anciennes gloires? Je veux dire que le président Paul Biya, à travers son régime, a développé une politique qui consiste à systématiquement jeter ou mettre de côté tous ceux qui ne chantent pas leur louange. Regardez parmi les anciennes gloires, que ce soit du football, de basket ou n'importe quel sport, tous ceux qui ont accepté des compromis, qui ont accepté chanter la louange du RDPC, c'est eux qui, de temps en temps, reviennent comme entraîneurs adjoints, DTN, qui ont des positions, ambassadeurs, qui gèrent tel ou tel projet de football. Mais ceux-là, qui sont restés du côté du bas peuple, pour défendre les droits les plus fondamentaux, pour revendiquer aux côtés du peuple le droit à la vie, le droit à l'eau potable, le droit à l'électricité, le droit à l'école, le droit aux soins, on les a mis de côté. On a un cas palpable avec Patrick Mboma, tout récemment, qui a été shortlisté pour être recruté comme entraîneur. On a préféré, l'État du Cameroun a préféré mettre de côté Mboma, qui a les compétences de le faire, pour recruter un Tintin. Donc, je veux dire qu'on ne peut pas continuer sur cette façon de faire. Il y a une forme de reconnaissance qui est manifestée pour les uns, pour ceux qui sont pro-régime Paul Biya, et ceux qui ne le sont pas, quitte à ce qu'ils meurent dans la misère. On a vu le cas avec Massing à Edea, au quartier d'Amour. Massing a miséré jusqu'à la fin de sa vie. Justement, ce n'est pas bien pour le Cameroun. Voilà, on en parle justement. Nous parlons de ces lions indomptables de la QV 90. Et nous allons rejoindre tout de suite Mabouan Kessak Pelé. Voilà, il est là. Bonsoir Mabouan Kessak. Bonsoir à tous les co-panélistes et bonsoir à vous, nombreux téléspectateurs.
Voilà, je vais aller tout de suite droit au but, hein, Mabanké Sak. Est-ce que vous sentez, avec les derniers événements, que la nation vous rend ce que vous attendiez véritablement? La nation est véritablement reconnaissante vis-à-vis de vous? Surtout vous, 90? Avant de vous répondre, je vais vous prendre 30 secondes. J'ai remercié à Serge Bensi qui est là et au troisième interlocuteur qui a parlé. Et il faut savoir d'abord que le football, même si c'est un jeu collectif, c'est un jeu individuel. Je vais prendre mon cas. J'explique mon cas personnel avant c'est pour ça que je rejoins Serge Bensi qui a dit j'étais amateur au Cameroun, j'ai joué au Canon de Yaoundé, Lyon de Yaoundé. Je gagnais à cette époque comme employé de la SOTUC, je gagnais 70 000 francs CFA. Quand je vais en Coupe du Monde, je n'ai même pas 30 000 CFA dans ma poche. Après la Coupe du Monde, je gagne 22 millions de francs CFA. Je dis bien 22 millions de francs CFA. 22 millions de francs CFA, j'achète une maison au quartier Mbouman à 17 millions. Et je paye 2 taxis et une voiture personnelle. Si je vous dis, je n'ai pas touché l'argent de 90, je continue à avoir un plus-value de cette maison que j'ai achetée, puisqu'il y a un côté en location et un côté qui est devenu maison familiale. Donc ça veut dire quoi? C'est pour vous dire que c'est que chaque joueur il doit préparer sa retraite. Ça c'est le premier cas. C'est-à-dire que je parle de moi, l'argent de 90 est encore là. Au contraire, de cette maison de 17 millions, elle vaut aujourd'hui, et si je ne me trompe pas, elle vaut dans les 37 millions, cette maison aujourd'hui, donc plus-value. Donc, c'est pour vous dire, j'étais amateur. Et maintenant, il y a un interlocuteur qui disait, il y a des joueurs qui touchent 60 millions en une Coupe du Monde. C'est-à-dire que c'est le salaire de peut-être 1000 fonctionnaires. C'est à nous de gérer nos carrières. Là où je reprends maintenant, le problème de l'État, il n'y a pas un problème de l'État. Le problème aujourd'hui, c'est l'État du Cameroun aussi qui gère mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné trop de facilités. Quand vous regardez, quelqu'un disait tout à l'heure que l'Allemagne, on dit par étape, nous on nous donne l'argent même avant de jouer. Parfois c'est difficile de l'avoir parce qu'on promet, il ne faut pas promettre quand on n'en a pas. Maintenant, l'autre cas, c'est que nous, à cause c'est nous-mêmes les footballeurs. Comme disait tout à l'heure le dernier interlocuteur, on ne s'est pas bien organisé pour pouvoir préparer, peut-être pour pouvoir avoir un accompagnement de l'État. Mais en vérité, c'est nous les footballeurs, nous-mêmes, qui devons prendre nos destins entre nos mains. C'est vrai, c'est des cas isolés, mais ces cas isolés peuvent avoir réparation par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, les footballeurs, si on est bien organisés, on peut accompagner nos frères amateurs qui n'ont pas gagné beaucoup d'argent, puisque on ne parle que des Lions indomptables, mais parler aussi, il y a des joueurs qui gagnent ici au Cameroun, des amateurs qui ont réussi leur vie. Il ne faut pas parler seulement des échecs, il faut aussi parler des recettes. Ça, c'est ma première intervention. Mais pour dire l'État du Cameroun accompagne vraiment avec dignité les joueurs qui sont partis, parce que moi, j'ai assisté sur les funérailles de Fédé. L'État avait débloqué plus de 25 millions à la famille et puis ils ont assisté. Sur le cas du Tato, je pense que l'État a fait le nécessaire. Maintenant, je dis bien, c'est des cas isolés. Il y en a, comme vous disiez tout à l'heure, Joseph-Antoine Bell, Eugène Ekete, Cyril Makanaki, il y en a beaucoup qui ont reçu leur vie. C'est vrai que nous étions 22. Le football n'a pas commencé avec les Lions de 90 pour finir avec les Lions de 90. Il y a beaucoup de 82 qui ont gagné de l'argent à cette époque, 8 millions. Mais ça pouvait acheter une maison. Mais on ne va pas les blâmer pour cela. Il faut un accompagnement. Donc, c'est à nous, les footballeurs, de mieux s'organiser en association pour pouvoir accompagner nos frères qui sont dans les difficultés. Voilà, merci Pelé. On revient à vous dans un instant. Serge Pensy vous rejoint. Hein. Pelé, les joueurs doivent, certains ont réussi. Il a reconnu qu'il y a une frange de 90 qui a quand même réussi l'après-foot, on va le dire comme ça. Mais il dit que c'est eux-mêmes qui doivent s'organiser. Oui, tout à l'heure... Vincent de Paul Yédé. Oui, a parlé du SINAFOC. Je crois que le syndicat national des footballeurs camerounais... Qui est par David Maïbi. Non, Nvé Emmanuel. Qui a été dirigé pendant longtemps par feu David Maïbi, qui a été repris du vivant de David Maïbi. Jérémy Ditap. Oui, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées pour la récupération des joueurs. La reconversion des joueurs, ça a été mené. Le SINAFOC a un siège, l'un des syndicats en Afrique, qui était bien géré. Mais on a donné un footballeur, on a repris à un footballeur Njitap.
Mais il a foutu le Sinafok aujourd'hui, c'est l'ombre de lui-même, il est devenu n'importe quoi. Hein? Ce n'est plus le Sinafok du feu Maïebi, c'est complètement dans la rue, le Sinafok, le syndicat des footballeurs camerounais dans la rue. Je vous dis qu'il y a un groupuscule des footballeurs, pas tous, qui essaient dans la cupidité, qui veulent seulement avoir tout pour eux. Ça n'a rien à voir avec le RDPC et tout, mais attends, le gouvernement, on dit pour mieux gérer, il faut diviser. Et le gouvernement est d'accord. Si, ma bonne vient de le dire, pour revendiquer, il faut être en groupe. Voilà. Alors, s'ils vont chacun à son tour, mais c'est normal que le gouvernement récupère un et il dit, bon, ok, le leader, écoutez, toi, tu es leader, bon, on arrange pour toi, on te donne quelque chose, et puis le reste, on n'a pas. Vous savez ce qui est arrivé avec les logements sociaux, là? Il y avait ceux de Douala et de Yaoundé. Vous savez qu'il n'y a pas eu d'entente. Ils voulaient tous avoir la même chose. Mais attends, ceux de Douala disent, écoute, quand on me donne un cadeau, je n'ai pas à juger le cadeau, je prends mon cadeau et puis je reste tranquille. Ceux de Douala ont pris les appartements, je crois, de 2 chambres et tout ça là. Oui. Et ceux de Yaoundé qui attendaient qu'ils forment le bloc pour revendiquer des meilleurs appartements des logements sociaux, ils ont été pris de court par ceux de Douala qui avaient déjà accepté ce qu'on leur a proposé. Non, ce que ma banque ça dit, c'est ça. Il faut aller en groupe, pas en chacun à son tour pour revendiquer quelque chose. Et c'est ça qui est le problème aujourd'hui. Moi, j'ai un parent qui est un ancien footballeur, qui a joué au football de ce pays, qui a terminé sa carrière à cause d'une blessure. Et jusqu'aujourd'hui, à l'équipe nationale du Cameroun, jusqu'aujourd'hui, on a même détourné son indemnisation à la FECAFOOT. Et des gens qui l'ont détourné vivent encore, ils sont vivants. Je le dis, ils savent. À hauteur de, je crois, c'était autour de 6-7 millions de francs que la SOCAR a payé pour sa blessure. Ils ont détourné. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ok. Voilà, on va prendre la direction de Paris où nous attend Bernard Tutan. Bonsoir Bernard. Bienvenue à Equinox Soir. Bernard Tutan, vous avez un coup de gueule, hein? Vous avez un coup de gueule sur Oui, bonsoir Bernard. Allez-y. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à tout ton panel, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox Soir. Mais vous avez un coup de gueule sur les anciens Lions. Je vais d'abord commencer par dire à M. Serge Pensil que quand il parle des professeurs qui gagnent 125 000, c'est d'abord une honte parce qu'au Cameroun, les professeurs n'ont pas gagné 125 000. On ne doit pas se vanter de dire que les professeurs gagnent moins que les footballeurs. Tout le monde devait gagner plus d'argent. Le professeur doit gagner beaucoup d'argent au Cameroun. En parlant des footballeurs, moi, j'ai fait une sortie où j'ai posé la question à mes anciens coéquipiers, c'est-à-dire à mes grands frères, ceux qui m'ont donné l'envie de jouer au football, les grands frères des 90. La question que je les ai posée était simple. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on garde d'eux? Est-ce qu'ils aimeraient qu'on garde d'eux que des gens qui s'entendent quand ils veulent réclamer des primes? Ou bien qu'on garde d'eux que des gens qui sont contents quand on leur donne un appartement? Alors que 2 jours avant, ils reçoivent un appartement, ils sont contents. Et alors que leur capitaine, leur coéquipier a encore la morgue. Moi, j'ai fait un coup de gueule en disant que ce n'est pas normal. Moi, je n'aurais jamais accepté cette clé ce jour-là. J'aurais attendu d'abord qu'on enterre mon capitaine Kato avant de prendre la clé. Et moi, je l'ai dit et je le redis encore aujourd'hui, c'était une erreur. Maintenant, certains m'ont dit que c'était le protocole. Non, le protocole, c'est impossible. Le protocole n'est pas figé. Le ministre des Sports aurait compris si les joueurs avaient dit au ministre des Sports que nous, on attend d'abord qu'on enterre notre capitaine et après, maintenant, on va venir récupérer nos clés. Ils ont attendu 30 ans. Ils auraient pu attendre 1 semaine. C'est ce que je dis et c'est ce que j'ai dit. Maintenant, j'ai suivi ce que a dit plus ou moins votre panel. Je ne suis pas d'accord parce que le football camerounais, au-delà des hommes, le footballeur camerounais a porté l'image du Cameroun plus que personne ici au monde entier. Je vous le dis bien, plus que personne. Allez au fin fond de l'Indonésie, allez au fin fond de la Malaisie, quand on parle de Cameroun, on parle de Roger Mila, on parle d'Eto'o, on ne parle que de footballeurs, on ne parle pas des politiques. Donc le footballeur camerounais, c'est les meilleurs ambassadeurs du Cameroun. Donc quand j'entends certaines personnes me dire que les footballeurs doivent s'occuper de leur carrière, certes, personne ne dit le contraire.
le footballeur camerounais doit gérer sa carrière. Mais si vous voulez que les footballeurs gèrent leur carrière, alors vous les politiciens, arrêtez de vous occuper du football. Laissez le football aux footballeurs. Vous ne pouvez pas accepter que vous gérez l'Africa Foot, vous gérez le football camerounais, et après vous dites aux Camerounais, aux footballeurs, occupez-vous de vos retraites. Laissez le football aux footballeurs, vous allez voir qu'il n'y aura plus un seul footballeur qui va vous demander quoi que ce soit. Parce que les footballeurs vont gérer la carrière de leurs anciens comme de leurs nouveaux. Donc le problème est là. Si vous voulez que le football camerounais marche comme il se doit, que les politiques nous occupent du football camerounais, laissez le football camerounais aux footballeurs. La preuve, il y a un de vos panélistes qui a parlé de Patrick Mboma. Quand on ne donne pas l'équipe nationale du Cameroun à Patrick Mboma, on pouvait donner l'équipe nationale du Cameroun à un Européen. Vous croyez que quel message vous envoyez à la jeunesse? Quand Patrick Mboma lui-même vous dit « Je suis prêt à entraîner votre équipe nationale », vous dites « Non, vous allez donner l'équipe nationale à un Européen ». Tout ça, justement, ce qu'on appelle la gestion du football. Si vous voulez que moi, comme moi, j'ai rêvé de jouer au football pour l'équipe nationale du Cameroun, si vous voulez que beaucoup de jeunes rêvent, donnez d'abord le football, la gestion du football camerounais aux Camerounais. Donnez l'équipe nationale du Cameroun à un Camerounais. Vous allez voir, si le Sénégal peut le faire, le Cameroun peut le faire. Donc, moi, je pense que vous posez les bonnes questions, mais le débat, je pense que ce n'est pas la meilleure façon. Parce qu'aucun footballeur camerounais n'a demandé que l'État s'occupe de lui. Aucun footballeur. Aucun footballeur. Moi, j'ai gagné la Coupe d'Afrique des Nations 2000. Est-ce que je demandais qu'on me donne une maison? Ceux qui ont gagné 84, ceux qui ont gagné 2002, ceux qui ont gagné 2017, ceux qui ont gagné les Jeux Olympiques, on va les donner quoi? Une ville? Parce que les Jeux Olympiques, c'est le plus grand titre que le Cameroun a gagné. Est-ce que ceux qui ont gagné les Jeux Olympiques ont demandé qu'on les donne quoi que ce soit? Non. Donc, si le chef de l'État a fait une promesse et qu'il a tenu à sa promesse 30 ans plus tard, mais tant mieux pour ceux qui ont reçu. Moi, quand j'ai gagné la Coupe d'Afrique des Nations, je suis chevalier de l'ordre du mérite. Ça me suffit. Donc, je dis et je répète que si on veut que les footballeurs gèrent les carrières comme il se doit, on laisse la gestion de l'Africa Foot. L'Africa Foot, qui doit gérer les carrières de footballeurs, c'est l'Africa Foot. Quand vous regardez en France, la Fédération française de football, si un ancien footballeur français a un problème, la Fédération française de football va l'aider, va l'accompagner. Donc, si vous voulez que nous, les footballeurs, on s'occupe de nos carrières, laissez-nous gérer le football au Cameroun. Et vous verrez qu'il n'y aura même plus un seul footballeur qui va vous demander de l'aide. Merci Bernard. Merci. Voilà, merci Bernard. Vincent Paul Diédé, je commence par vous. Bernard, tu t'en dis que pour le cas Stéphane Tato, la cérémonie de rétrocession, de remise de clés, appelons ça comme ça, devrait normalement se passer après les obsèques. Oui, il faut quand même dire que ça pose un problème d'éthique, un problème moral. Vous avez un coéquipier qui est décédé, qui est à la morgue, qui est dans le calife avec vous, cercle des anciens lions indomptables. Alors, il est décédé, il est à la mort. Vraiment que vous alliez vous pavaner au palais des sports pour retirer les clés de vos maisons, ils auraient bien pu éviter cela. Mais encore une fois, moi je dis, ce n'est qu'un cliché. Ce n'est qu'un cliché, le mal est beaucoup plus profond que cela. Oui. Et je reviens sur ce que j'ai dit, et j'insiste là-dessus. Figurez-vous que on commence à jouer au football adolescent. Et quand on arrête sa carrière, on est à peine un homme mature. Donc, c'est vraiment par chance que les Mabouan, tel qu'il vient de le dire, a pu réussir sa reconversion. Il ne peut donc pas prendre son exemple pour généraliser. Nous continuons à dire que le rôle des institutions qui encadrent les sportifs, c'est également de penser à leur vie après leur carrière. C'est à eux de les assurer, parce qu'il faut bien dire qu'ils méritent d'être assurés, ils méritent une couverture. L'Africa Foot peut l'imposer aux différentes équipes qui les emploient pour qu'ils aient une assurance qui les couvre en cas de blessure, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On pouvait les y obliger, les y contraindre, et même... C'est l'assureur qui parle maintenant? Pourquoi pas, si ça peut profiter au football. Mais voilà. Allez-y, faisons de vol. Donc, on peut également faire passer cela comme loi pour obliger les joueurs à être assurés. Ils peuvent prendre une assurance retraite de fin de carrière pour qu'ils aient des rentes viagères. C'est-à-dire que quelqu'un qui aura chaque fin du mois 100 000 francs ou 200 000 francs. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer, il y a des
footballeurs qu'on ne peut pas citer ici par décence, que nous avons vus à la télé, qu'on a retrouvés à Yaoundé comme des badauds. Mais c'est inacceptable. Alors, qu'on me dise que le rôle de l'État ici, c'est de décorer, c'est de venir donner une prime lorsqu'il y a une compétition, c'est de venir donner de l'argent pour la célébration des obsèques ou l'organisation des obsèques. Je dis non. C'est pas seulement ça le rôle de l'État. Le rôle de l'État est aussi d'encadrer sa jeunesse. Et je voudrais rappeler au docteur qu'il est bien lointain ce temps où le chef de l'État citait les Lions indomptables en exemple. Sur ses plus récents discours, il ne les a plus cités. Et donc, il les a cités quand ils avaient du succès, quand ils remportaient des trophées. Ça ne se fait plus, justement parce qu'ils ne constituent plus cet exemple-là. Et ce modèle-là. Et on les voit aujourd'hui plongés dans plus d'une bagarre. Et il a dit quelque chose là. Mon voisin de gauche. Ça dit que les sportifs sont caporalisés. Il faut vraiment être militant pour bénéficier d'un certain accompagnement et tout le reste, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Donc, nous pensons, comme je l'ai dit ici, certes, les footballeurs ont une responsabilité individuelle parce qu'il s'agit de leur vie, il s'agit de leur avenir, il s'agit de leur carrière. Mais à côté de cela, il y a aussi, nous, la société, il y a surtout les dirigeants, les institutions qui se sucrent grâce à leur activité. Parce qu'il faut dire que, en réalité, on ne voit que les salaires des footballeurs, mais à côté, il y a les institutionnels qui, par les trafics de tout genre, se font du beurre dans le dos des sportifs. C'est le lieu de le décrier ici. Nous sommes témoins de toutes les bagarres qui se déroulent au niveau de la FECAFOOT et partout ailleurs. Et tout ça, c'est dans le dos des sportifs. Ok. Voilà. Serge Pensy, je vous ai vu très, très attentif lorsque Bernard Tutan parlait de ce qu'il maîtrise. Hein? Il parlait de son milieu. Le sportif. Oui, mais... C'est le footballeur qui parlait. Hein? Oui, mais... C'est un footballeur. Oui, Bernard Tutan, c'est vrai. Il dit que même en fond de la Malaisie, on connaît les Lions indomptables, on connaît le Cameroun grâce au football. Je suis d'accord. Mais est-ce que parce qu'on connaît le Cameroun grâce au football que le PIB du Cameroun a augmenté? Non, soyons sérieux. Moi, j'aime le football. J'ai gagné de l'argent avec le football. Mais ce n'est pas en prenant les footballeurs comme des dieux. Non, ce ne sont pas des dieux. Ils doivent être responsables. Ils gagnent beaucoup d'argent. Ils doivent accepter qu'on les accompagne. Il y a beaucoup de footballeurs qui n'acceptent pas pendant leur carrière qu'on leur dise ceci et qu'on leur dise cela. Parce qu'ils se croient tout grand. La FECAFOOT aujourd'hui, là, qui est là où on est aujourd'hui, là on s'est rendu aujourd'hui, c'est un footballeur qui nous a mis là. C'est un footballeur qui a organisé tout ce cinéma-là. Du comité de normalisation, hein, là où on a pris le conseiller d'État est venu prendre la FECAFOOT pour diriger le comité de normalisation et mettre encore quelqu'un que Eto'o a choisi pour le mettre là-bas. Donc, c'est le footballeur c'est lui qui dirige tout. Peut-être que la FECAFOOT est dirigée par qui? Même le président du PCN, si on veut dire, il a voulu être secrétaire de la FECAFOOT il y a quelques temps encore. Vous parlez de quoi? C'est un footballeur? Hein? Non, mais il a voulu gérer la FECAFOOT. Donc, quand vous parlez de la FECAFOOT, les bagarres qu'il y a là, il était lui-même aussi dans les bagarres. Il voulait gérer la FECAFOOT. Donc, laissez le débat là. Laissez le débat de la FECAFOOT. Laissez tout ça là. Les footballeurs doivent s'unir. Pour revendiquer, il faut s'unir et poser les problèmes. Vous avez le problème d'assurance. Je pense qu'au Cameroun, on fait tout du copier-coller. Il faut l'assurance adaptée aux réalités camerounaises. Donc, même les assureurs doivent réfléchir. C'est pour ça qu'au syndicat national des footballeurs camerounais, on avait créé des unités là-bas pour cette réflexion. Mais elle n'a pas continué à cause d'un autre footballeur qui est arrivé. Njita. Il est arrivé, tout ce que Mayebi a pris pour la reconversion des joueurs, les assurances tout risque, tout ce que Mayebi a fait, aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais parce qu'il veut tout pour lui seul, rien pour les autres. Et aujourd'hui, il est parti, il a laissé le Cameroun, il va dans un autre champ de bataille en Côte d'Ivoire, il veut aider Didier Drogba à devenir président. Non, on ne fait pas le procès. Non, mais j'ai dit voilà le footballeur camerounais. Oui. C'est ça le footballeur. Les vrais problèmes
concerne les footballeurs camerounais, non, ils ne sont pas là. Ils sont ailleurs. Donc après, quand il y a certains qui finissent mal, qui ont des problèmes et tout ça, on parle de l'État. L'État doit faire quoi? Et le docteur, il faut a dit que tout à l'heure, à l'appel de l'Allemagne, que les Allemands ont eu 300 000 euros. Vous savez, les Allemands ne reçoivent que de l'argent quand ils atteignent les quarts de finale de Coupe du Monde. Pas avant les quarts de finale de Coupe du Monde. Et alors que vous Non, alors que vous, avant de monter dans l'avion, on a déjà 60 millions. Oui, non, vous exigez, oui, vous ne montez pas dans l'avion. Voilà, donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez dire quoi à l'État? Et après, vous demandez que l'État vous... Oui, mais attendez, ils sont responsables eux-mêmes. Oui, bien. J'ai retenu dans les propos de Bernard Toutan oui, que les footballeurs ne demandent pas à l'État de les nourrir. Les footballeurs ne sont pas des mendiants. Il faut bien le relever. Et je suis d'accord avec Bernard Toutan. Les footballeurs, parce qu'il y en a qui ont réussi. Alors, des cas isolés, ceux qui n'ont pas réussi, demandent la reconnaissance de l'État, pas en termes de médailles, mais en termes d'accompagnement dans leurs derniers jours jusqu'à ce qu'ils retournent sur la terre de leurs ancêtres. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, maintenant, je reviens un peu dans ce que Serge Pensy vient de dire concernant la dévalorisation ou le manque d'esprit de patriotisme qui existe aujourd'hui. Il faut relever ici qu'avant, ce n'était pas comme ça. Avant les Lions indomptables de 1972 et toutes ces générations-là, lorsqu'ils partaient dans une compétition, ils n'exigeaient pas qu'on leur donne des primes avant de monter dans l'avion. C'est la conséquence d'une politique qui s'est dégradée et qui a dégradé les valeurs les plus nobles c'est-à-dire de la vie humaine. C'est un régime, le régime de Paul Biya, qui a réussi à détruire tout cela. On sait qu'avant, des footballeurs rentraient même des compétitions, c'est après qu'on revoyait leur situation de prime. Justement. On sait que des footballeurs parfois partaient dans des compétitions sans avoir même tous les jets de maillot qu'il fallait qu'ils aient. Mais toutes ces valeurs ont été dégradées. Lorsque un État, un régime se met à louer des femelles, à les proposer à la population, à la jeunesse comme étant des modèles de réussite, qu'attendez-vous des footballeurs? Les footballeurs camerounais aujourd'hui sont à l'image du régime du président Paul Biya. Alors, c'est un problème de leadership. Si le leadership change, si on revient sur les fondamentaux, même les footballeurs, je vous rassure, ils vont changer de façon de voir. Parce que l'une des motivations qui font que les gars durcissent le temps aujourd'hui pour demander ce qui leur revient de droit, c'est qu'il y a eu des détournements. On sait que des mallettes ont disparu entre Douala et New York à la Coupe du Monde 94. Des mallettes d'argent qui portaient l'argent des primes des footballeurs. Alors, c'est tous ces comportements associés qui ont amené les footballeurs aujourd'hui à durcir le ton et à être perçus aujourd'hui comme étant des gens qui ne sont plus des patriotiques, mais ils sont des patriotes. Les footballeurs sont des patriotes. Maintenant, je reviens sur la condition du footballeur en général. Je ne voudrais pas qu'on s'attarde trop sur ceux qui ont réussi, parce que je répète ici, peut-être j'ai même des mauvais stats, peut-être c'est même moins. Ceux qui ont réussi sont moins de 10%. La masse joue en Elite 1, en Elite 2, au Tchad, au Congo, dans la sous-région. Ils ne brassent pas des milliards de francs CFA par mois, encore moins des centaines de millions. Alors, ceux-là, quelle est la politique que l'État développe pour eux? L'État n'est en train de rien faire pour cela. L'État contribue plutôt à les appauvrir davantage en divisant leur mouvement corporatiste. Donnons-moi un seul mouvement corporatiste, un seul syndicat, dans un seul secteur dans ce pays qui a été écouté par l'État et dont les aspirations ou bien les demandes ont été prises en compte. Il n'y a aucun. C'est pareil pour le milieu sportif. Si aujourd'hui les syndicats des sportifs ne se retrouvent pas, les syndicats des footballeurs par exemple, pour mieux revendiquer leurs droits, on promet des maisons, des villas. À l'époque, j'étais encore petit, je n'avais pas 10 ans, mais je me souviens que le président Paul Biya avait parlé des villas et que des villas deviennent des appartements. La villa, c'est quelque chose qui est isolé avec une cour, mais l'appartement, ce n'est pas pareil.
Alors, si aujourd'hui les gens ne s'entendent pas entre ceux de Douala prennent des appartements, disent que la promesse c'est quand même la promesse, même si c'est quoi on n'exige pas. Ceux de Yaoundé, Dieu sait ce temps, disent qu'ils veulent les villas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et tout cela, c'est le régime du président Paul Biya qui a créé cette politique de diversion pour empêcher les footballeurs de revendiquer leurs droits et d'être mieux soudés. Qui s'immiscent dans leurs différentes associations? C'est toujours le politique qui s'immisce là-dedans. Laissez les footballeurs gérer le football. Je vais vous dire que parmi les footballeurs, il y a des technocrates. Il y a des gens qui sont des managers d'entreprise. Il y a des gens qui sont des professionnels de la communication. Ils peuvent prendre en main leur football. Que le régime du président Paul Biya cesse de mettre la main sur la gestion du football. Voilà, on va d'abord écouter Dr Rifoué avant de prendre Mabouan Kessaka Yaoundé sur ses appartements. Non mais écoutez, quand on entend Pierre-Emmanuel Bignam s'exprimer ici, on ne peut que saluer sa capacité à danser avec brio la danse Bafia. Vous êtes dans un amalgame total. On parle des anciennes gloires et de la reconnaissance aux anciennes gloires. Oui, le sujet, non, vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas dans le sujet, vous n'êtes pas dans le sujet. Il s'agit par extension, à partir des cas Foué, Massing et Tato, de parler de la situation des anciens. Mais Massing est mort dans il la ne misère. s'agit pas, il ne s'agit pas. Non, pas de c'est mon voisin. Il ne s'agit pas. Je vous dis au quartier d'amour. Oui, on a oui, vu ces derniers jours avant de Vous partir. vous pouvez me laisser développer. Non, moi je répondais à M. Vous pouvez me laisser développer. On a vu les Il derniers ne jours s'agit passés. donc pas, il ne s'agit pas ici du sort du footballeur lambda qui joue en Elite 1, en Elite 2 au Tchad ou en Centrafrique. Il ne s'agit pas du sort de ces individus. Parce que justement, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Oui, parce que celui qui est en Elite 1 sera aussi une gloire. parce que ceux-là, justement, la nation ne leur doit rien puisqu'ils n'ont rien apporté à la nation. Quand on parle de gloire, c'est justement parce que vous avez apporté quelque chose de significatif. Mais ils sont partis de la l'Elite 1 aussi. nation. Tous ont joué au championnat. Le régime là dont on parle Cela ne change rien. Tous les footballeurs de Ligue 1 ne sont pas devenus Roger Mila. Qui va voir comment tous les footballeurs de Ligue 1 ne sont pas devenus Roger Mila. Ceux qui deviennent Roger Mila ont droit à la reconnaissance de la nation, pas les autres. Donc il ne faut pas faire d'amalgame. Ce n'est pas le sujet. Si vous voulez qu'on parle de la situation globale du football, je veux bien qu'on en parle. Mais nous parlons ici des anciennes gloires et de ce que l'État peut faire ou de ce que l'État a fait pour eux. Et il me semble qu'il y a un consensus. Que ce n'est pas assez. Voilà, il me semble qu'il y a un consensus ici pour dire qu'effectivement les marques de reconnaissance existent. Maintenant, il y a un certain nombre de cas qui interpellent la conscience collective. Et je suis heureux que Mabouan Kessak ait bien indiqué que la responsabilité première ici est la responsabilité des footballeurs eux-mêmes, parce qu'il s'agit d'abord et avant tout de leur carrière. Je rappelle à tous que la carrière d'un footballeur ne se passe pas à l'équipe nationale. Elle se passe dans un club, ils sont souvent salariés, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Et même au Cameroun, si vous êtes salarié... Ils sont tous salariés. Voilà, même au Cameroun, lorsque vous êtes salarié, si vous n'êtes pas... déclaré à la CNPS, la déclaration volontaire existe. Donc vous pouvez prendre sur votre salaire de cotiser et d'avoir une pension en fin de carrière. Oui, cela est possible. Aujourd'hui, c'est possible même pour la vendeuse de tomates. Donc je pense que le débat ne se trouve pas là. Et il ne faut pas confondre le rôle de la FECAFOOT au rôle du syndicat. Effectivement, le sort des footballeurs, leur après-carrière concerne les syndicats. Et c'est aussi vrai, moi j'ai vu en NBA où on gagne beaucoup plus d'argent que dans le football. 10 ans après, la plupart des basketteurs, ils sont sur la paille. Hein. Donc le syndicat a pris sur lui, le syndicat des footballeurs a pris sur lui d'aider les basketteurs à gérer les sommes qu'ils gagnent pour ne pas faire n'importe quoi justement. Mais personne là-bas n'accuse l'État parce que 10 ans après, la plupart des basketteurs étaient ruinés. Il ne s'agit donc pas de ça. Voilà. Permettez, Patrick Rifoué, avant le journal, permettez que nos amis qui sont à l'étranger, d'abord, on commence par Yaoundé. Hein. D'abord, Mabouan Kessak. Voilà, on n'a pas encore Mabouan Kessak. Allez-y donc, docteur Rifoué. Donc, j'ai envie de dire, c'est facile, c'est toujours très facile de prétendre qu'il faille laisser le football au football. Oui, allô? Moi, Adam Silver, il n'a pas joué au basket. Hein. Le Grey non plus, ce n'est pas un footballeur.
Donc, ce n'est pas quand on donnera, quand les footballeurs géreront la FECAFOOT que leur sort, la gestion de leur carrière s'améliorera. La gestion de leur carrière, elle doit s'apprendre pendant que vous êtes encore footballeur, c'est-à-dire au moment où vous gagnez beaucoup d'argent. Et Serge Pensy a indiqué que beaucoup de ces footballeurs, justement, ils sont mal entourés, ce qui autorise un certain nombre de dérives. Je pense que vous avez tous vu les footballeurs, après une compétition où ils ont gagné beaucoup d'argent, aller en boîte de nuit et être très dispendieux. Mais si vous avez été autant dispendieux lorsque vous avez gagné de l'argent, pourquoi est-ce qu'il faudrait Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit l'État qui vienne vous rattraper lorsque vous êtes sur la paille? Voilà, vous devez assumer. On va prendre Mabon Kessak depuis Yaoundé. Oui, je vous écoute. Voilà, Mabon Kessak, on reconnaît quand même, certains, le débat continue. Ce n'est pas la faute, revient à l'État. L'État fait ce qu'il peut faire, mais comme vous l'avez dit vous-même, le footballeur a sa part de responsabilité en la gestion de l'après-foot, l'après-carrière. Évidemment, le footballeur a 90% de responsabilité. Je vous disais tout à l'heure que j'ai été fonctionnaire au Cameroun, j'ai gagné 70 000. Après la Coupe du Monde, je me retrouve avec 22 millions, j'achète une maison qui est là. Tout à l'heure, j'ai parlé encore avec Maître Dorcas, mon avocat, qui disait je continue à toucher les revenus de 90, c'est-à-dire que j'ai placé un appartement qui me rapporte, qui assure ma retraite, même si ce n'est pas beaucoup, mais avec au moins 100 000 francs, tu peux survivre au Cameroun. Mais maintenant, je vais directement vous dire, je viens de recevoir les clés de cet appartement, j'ai dit merci au chef de l'État, c'est pas tout le monde qui a, on vous donne l'appartement et le terrain, c'est-à-dire que c'est à vie. Donc nous sommes trop gâtés pour dire que nous sommes vraiment gâtés. Mais maintenant, il y a une façon peut-être à l'État d'accompagner les joueurs, c'est dans les formations. À l'époque, on avait l'INGS, on avait l'INGS, on insérait des joueurs dans des sociétés. Il y avait la SNEC à l'époque, il y avait la CAMER qui recrutait des footballeurs. Mais il faut dire que c'est un débat, c'est un très bon débat parce que la qualité des... Je viens d'écouter M. Defoué qui parle vraiment... je pense qu'il faut ce genre de débat pour faire comprendre aux footballeurs qu'ils doivent prendre leur vie. Voilà. Vous allez constater que 90% des footballeurs n'ont pas d'avocat. Comme disait Pensy, ils sont mal entourés. Nous sommes mal entourés. Et généralement, de ces entourages, les gens gaspillent beaucoup. Concernant... je réponds à Bernard, je dis bonsoir à Bernard, mon jeune petit frère de Paris que j'aime beaucoup, en lui disant que notre problème, c'est que ce n'est pas dans toutes les fédérations. La fédération française dont je suis membre, puisque je suis éducateur en France, n'a aucun footballeur à la fédération française de football. Vous allez même à la fédération française de football, vous allez trouver que le président c'était un ancien du Paris FC, c'était pas un footballeur. Mais c'est nous les footballeurs à prendre notre destin à travers des associations, à travers de défendre le statut du joueur. Le statut du joueur, c'est ça notre problème au Cameroun. Et je vais vous dire quelque chose. Les anciens qui sont partis, je dis, je ne tire pas sur eux pour rien, parce qu'ils ont fréquenté les politiques, parce qu'ils ont été à l'étranger, ils ont appris. Ils ne pouvaient pas copier le modèle européen, mais faire un modèle adapté au Cameroun pour que le footballeur camerounais n'ait pas faim. C'est ça notre problème, c'est-à-dire que ceux qui arrivent détruisent, ceux qui arrivent au pouvoir, par exemple la fédération, dès qu'ils sont partis, d'autres choses arrivent, ils apportent une nouvelle politique. Ceux qui arrivent, il n'y a pas de suivi. Et ça, le Cameroun souffre de cela. Donc les footballeurs doivent prendre pour chuter leur destin eux-mêmes. Je vous parlerai des appartements, que je viens d'avoir mon appartement il y a 3 heures de temps. Je suis allé visiter, je suis très content. Puisque ça va aider la famille, ça va aider ma famille. Merci Mabon. On se retrouve après le journal parce qu'elle est déjà là, Julienne Berthe Bissaï. Au menu ce soir, Julienne Berthe, bonsoir. Bonsoir à vous, Serge Alain. Ce soir, nous évoquerons ces coups de feu qui retentissent en ce moment à Bamenda entre les forces de défense et de sécurité et les bandes armées. À l'origine de cette ambiance électrique, c'est le décès d'un homme en tenue abattu à bout portant par des hommes à bord d'une moto. Et vous le verrez dans le 20h, cette scène qui a créé de la panique dans la ville de Bamenda.
Et 24 heures après l'effondrement du pont Pallard sur la nationale numéro 1, les populations de Marois crachent du feu. Elles dénoncent l'abandon de leur région par les pouvoirs publics. Vous les écouterez dans le soir. Nous ferons également le round-up de l'actualité internationale. Vous le savez, Serge Alain, plusieurs pays africains se préparent pour l'élection présidentielle cette année. C'est le cas pour la Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, mais également la RCA, où l'ambiance préélectorale est déjà tendue dans ces différents pays. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel du 20h que va vous présenter dans un instant Julienne Berthe-Bissaï. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, toujours en compagnie de nos invités en plateau, également Yaoundé et Paris. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, monsieur, toujours en compagnie de Mabouan Kessak depuis Yaoundé, Bernard Tutan à Paris, et ici en plateau, Dr Rifoué du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Serge Pensy, spécialiste des questions de sport. Il est également sur ce plateau Vincent de Paul-Diédé du PCRN et du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Lui, c'est Pierre-Emmanuel Bignam. Pierre-Emmanuel Bignam, aujourd'hui, une fois de plus, on a eu peur à Bamenda. Un fonctionnaire de police assassiné, froidement abattu. La situation devient de plus en plus inquiétante, grave. Avec ces explosifs qui ont été appréhendés hier. Aujourd'hui, il y a les tirs que nous entendons et le bilan que nous avons suivi tout à l'heure. Le Cameroun traverse une période très difficile. Et ça peut nous amener à avoir peur, mais ce n'est pas l'occasion d'avoir peur. On doit affronter cette escalade de la violence froidement et avec beaucoup de courage. Et c'est l'occasion plus que jamais pour que tous les Camerounais s'asseyent autour d'une table. Parce que ce problème, il faut avouer que ça a dépassé le régime de Paul Biya. Il n'arrive plus à maîtriser la situation de l'escalade de la violence qu'il y a dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 4 ans aujourd'hui. Alors, il est question que urgemment un moyen soit trouvé sous forme de dialogue inclusif. Pas le GDN que tout le monde a vu qui était qualifié de dialogue. Il faut un véritable dialogue inclusif parce que nous sommes tous menacés aujourd'hui. Hier, on a pu appréhender 200 explosifs. Et on sait que, généralement, nos frontières sont poreuses. Si les frontières sont poreuses, combien à plus forte raison les entrées des villes? C'est-à-dire que les limitations des régions, d'une région à une autre. Ça veut dire que si on va regarder, dans les villes de Douala et Yaoundé, certainement, il y a eu déjà nous sommes déjà en insécurité. Nous sommes en insécurité si on regarde la probabilité de ce qui a pu être passé sans être appréhendé. Et c'est l'occasion pour nous ici de dire que il faut que les forces de sécurité et de défense renforcent également la sécurité au niveau des lieux d'attroupement à Douala et Yaoundé. Douala et Yaoundé, c'est-à-dire que dans les snacks, les bars, parce qu'au Cameroun, malheureusement, les snacks et les bars sont plus pleins que les écoles, les établissements scolaires, les églises et autres. Donc, il faut renforcer la sécurité dans ces endroits. Il faut que les comités de vigilance aussi dans les différents quartiers s'organisent pour renforcer le renseignement. Parce qu'en ce moment, il n'est plus question du RDPC ou du MRC. Mais la seule chose que nous demandons au gouvernement RDPC, c'est qu'enfin, qu'ils reconnaissent que la situation les a dépassés et qu'ils crient que venez, tout le monde, venez nous aider, ça ne va plus, qu'on trouve ensemble une solution. Ok, voilà. Docteur Patrick Rifoué, sur cette situation, notre fonctionnaire de police froidement abattu
en plein centre de Bamenda. Je commencerai par dire que le RDPC s'incline devant la mémoire de ce vaillant soldat qui est tombé face à une agression lâche de sécessionnistes qui sont partis à moto. Je ne doute pas que les forces de défense et de sécurité qui sont déployées sauront retrouver ceux qui ont commis cet acte-là et les attrairont soit devant la justice dans l'hypothèse où ils ne parviennent pas à les neutraliser. Je viens d'entendre un discours qui me sidère un peu, qui est tenu par Pierre-Emmanuel Bignam du MRC. C'est un discours qui est récurrent. J'aimerais rappeler aux Camerounais ici que le MRC, c'est bien ce parti-là qui avait 2 représentants lorsque la BAS a organisé son congrès à Cologne. Et lors de ce congrès-là, le nom de Field Marshall a été scandé comme un héros. Et lors de ce congrès-là, on a cotisé. Vous me laissez développer, s'il vous plaît. Vous me laissez développer. Et on abandonne toutes les tâches contre Faites l'effort d'être poli, parce que là, vous commencez à donner le sentiment d'être un enfant élevé par les voisins. Je suis très poli. Et c'est dommageable pour ceux qui nous écoutent. Je ne peux pas accepter de vous écouter mentir à Mondovision. Vous souffrirez de me laisser développer. Horreur du mensonge. Et je rappelle que lors de ce congrès, il y avait 2 MRCistes qui étaient présents. Wilfried Ekanga et Maître Emmanuel Sim. Et lors de ce congrès, en plus d'avoir scandé le nom de Field Marshall comme un héros, on a cotisé pour financer les achats d'armes pour les ambazoniens. Donc à chaque fois qu'un Camerounais perd la vie dans le nord-ouest et le sud-ouest, le MRC est comptable de ces actes-là. Vous êtes donc comptable du décès de cet inspecteur de police qui vient de décéder. Vous l'êtes, comme vos complices ambazoniens. Mais la République ne reculera pas derrière ces assassinats qui, pour nous, sont simplement le chant du cygne. L'armée va continuer à se déployer pour sécuriser ces zones-là, apporter la sécurité aux populations et empêcher que la terreur que vos complices tentent de faire régner là-bas s'installe de manière durable. C'est le mandat que les forces de défense et de sécurité camerounaises ont reçu dans ces régions et elles sont en train de s'acquitter de ce mandat avec professionnalisme et avec abnégation. Et nous entendons bien, nous au RDPC, que ce mandat soit tenu jusqu'à ce que le dernier des ambazoniens dépose les armes. Ok, merci. Vincent de Paul, il rappelait justement des engins explosifs ont été saisis il y a quelques jours dans la région du Nord. Il y a cet échange entre les forces de défense et les milices du côté de Bamenda aujourd'hui. La psychose s'installe définitivement au Cameroun. Mais non. En fait, je voudrais d'abord, tout comme le docteur, m'incliner face au décès de ce vaillant soldat qui est mort en accomplissant son devoir. Cet autre lion indomptable qui bénéficiera de la reconnaissance de la nation. Et c'est l'occasion pour moi ici de réitérer le discours de notre président national, le PCRN, qui demande que ceux qui n'auraient jamais dû prendre les armes les déposent. Le PCRN soutient les forces de défense qui doivent continuer à faire le ratissage pour que l'État reste debout. Cependant, nous réitérons notre appel au chef de l'État pour que les résolutions du grand dialogue national qui tardent à être implémentées le soient au plus vite. Au même moment que ces opérations de sécurisation doivent continuer, qu'on implémente les résolutions de ce grand dialogue. Vous savez, ce n'est pas tellement la panique, en fait c'est un changement de tactique. Ils n'ont plus de refuge en brousse. Ils reviennent dans les villes maintenant pour faire la guérilla. Et
c'est le lieu de condamner cette attitude-là, où ils viennent se mettre parmi les populations pour semer la panique. Vous savez, ça, c'est des situations extrêmement graves qui vont faire appel après à des exactions. Alors pourquoi Pierre-Emmanuel Vignan parlait des comités de vigilance dans le quartier? Les comités de vigilance, oui, ils sont même déjà actifs, puisque à Moulouka hier, 3 ont été pris par les populations qui sont sorties et qui les ont désarmés. Les comités de vigilance vont continuer à travailler parce que il faut dire que les populations sont prises en otage et elles sont les premières à être exaspérées. Donc nous disons que ces gens, ces Camerounais doivent déposer les armes et revenir légitimer toutes leurs revendications. Nous disons à chaque fois, un Camerounais qui meurt, c'est un Camerounais de trop. Que ce soit un combattant sécessionniste ou un élément de force de l'ordre, c'est un mort de trop. Alors, la situation... Civils, hein? Oui, les absolument. Civils aussi et même les civils. Donc, c'est une situation fort préoccupante et nous appelons de toutes nos forces le chef de l'État à implémenter. Et d'ailleurs, il y a quelques soubresauts qui ont commencé. Ben, il faudrait que ça aille un peu plus vite pour que nous sortions enfin de cette situation. Vous savez, c'est la boîte de Pandore qui a été ouverte. Hein. Quand les gens sont déjà armés, des prisons ont été ouvertes et des bandits de grand chemin sont sortis. Donc, pour les maîtriser, ça prendra du temps. Même longtemps après la résolution de ce conflit, il y aura toujours des relents de violence dans ces zones. Voilà, Serge Pensy, vous, le citoyen, comment vous êtes inquiet quand même, hein, tout ce qui se passe. Oui. Ça tourne à Yaoundé, il y a quelques jours, nous appelons que Garoua, des explosifs, on ne sait pas, on ne connaît pas la destination, quel but. Aujourd'hui, Bamenda, sous le feu, le titre d'un film. Il ne faut pas exagérer aussi, hein, Bamenda sous le feu, non. Mais vous avez vu les images, hein? Oui, les images filmées. Vous avez vu la panique, hein? Oui, mais à partir de la panique, oui, je vois très bien où vous faites votre métier de journaliste, certainement. Mais soyons sérieux. Oui. C'est un acte à déplorer. Je n'ai pas dit que c'est normal, non, c'est un acte à déplorer. Mais il faut trouver la solution à ce problème. Il faut trouver la solution à ce problème. Qu'est-ce qui est difficile de trouver la solution à ce problème? Le président de la République est la personne la mieux indiquée en 1975. C'est lui qui quand il devient Premier ministre, il était secrétaire avant d'Aïdio. C'est lui qui connaît mieux le problème anglophone que quiconque dans ce gouvernement. Il doit trouver le problème, il doit trouver la solution au problème. Et ils savent comment trouver la solution au problème. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un peu, je ne veux pas appeler ça clientélisme, mais je pense que là-dedans, il y a un peu du business dedans. Il y a des gens qui cette situation arrange. Il y a des gens qui sont là à Yaoundé, qui trouvent que non, il faut maintenir ça comme ça pour que ça continue. Non, mais c'est pas bien. Bamenda, c'est une très belle ville. La région du Nord-Ouest, très belle région. La région du Sud-Ouest, très belle région. C'est vrai que, en termes d'investissement, en termes de développement, l'État n'a pas fait grand-chose là-bas. Mais on peut se rattraper. Comme à Minkan, hein? Pardon? Comme à Minkan. Oui, mais on n'a pas fait grand-chose. Moi, je suis arrivé la première fois, c'était en 2006 au Sud-Ouest. J'ai fait entre Bouya, je rentrais d'Allemagne, j'ai fait entre Bouya et Kumba, j'ai passé 8 heures. Oui, mais sur une route de 60 km. 8 heures. Donc, vous pouvez imaginer le calvaire. Frustration. Voilà, donc, je crois qu'aujourd'hui, on sait, les revendications sont claires. Il faut qu'on arrête de tourner autour du pot. Je crois les résolutions du grand dialogue national, il faut les mettre, il faut avancer. Il faut appeler les gens, qu'on discute avec les sécessionnistes. Il y a des gens qui disent qu'on ne peut pas discuter avec les sécessionnistes. On ne peut pas discuter. Pourquoi on ne peut pas? On doit discuter avec eux. On doit discuter avec eux. Trouver la solution, les mettre dos au mur, donnant les responsabilités. Mais si on laisse ça comme ça, là, ça crée la terreur, les populations vont fuir le Nord-Ouest et vont se retrouver ici à faire n'importe quoi. Et si vous savez ce que ça engendre ici dans les grandes métropoles. Donc, il faut qu'on
qu'on prenne ce problème au sérieux. Et moi, je ne suis pas totalement d'accord avec tout ce que chaque parti veut tirer la couverture de son côté ici pour dire, voilà, mais je crois que nous tous, nous sommes impliqués. On doit, chacun à son niveau, essayer d'aider pour que ce problème soit résolu. Voilà, merci. On va donc rentrer de plein pied. On va revenir au football. On prend tout de suite la direction de Paris où nous attend Bernard Tutan. Bernard Tutan, vous vouliez réagir à la suite de votre, on va dire comme ça, votre aîné, Mabouan Kesak. Oui, encore une fois de plus, merci Serge Alain. Merci beaucoup à tout le panel. Avant de revenir à ce que Mabouan a dit, je vais d'abord éclaircir deux choses. Il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'est Serge Pensy qui a dit que l'Africa-Foot est géré par les footballeurs parce que nous savons qui a mis le président actuel à son poste. Monsieur Pensy, Monsieur Eto'o, ce n'est pas les footballeurs. Si Monsieur Eto'o gère l'Africa-Foot, ce n'est pas le choix des footballeurs. Les footballeurs avaient choisi Monsieur Joseph-Antoine Bell. Et encore, même pas dépit, parce que beaucoup ne sont pas d'accord avec Bell, mais on a choisi Bell. Ça, c'était le choix des footballeurs. Si Eto'o a choisi quelqu'un d'autre, Eto'o, ce n'est pas les footballeurs. Je suis désolé de vous le dire. Et je vais dire à mon grand frère Mabouan qu'il est très, très bien placé pour savoir que le football, ici en France, est géré par les footballeurs. Même si au niveau de la tête de la Fédération française, ce n'est pas un footballeur, tout ce qui gère le football en France, c'est les footballeurs. France 98 gère le football français. Tout le monde le sait en France. C'est pour ça que ça marche. Parce qu'à tous les niveaux, il y a des anciens footballeurs et ils gèrent le football. Moi, ce que je veux qu'on sache une chose au Cameroun, on a la SINAFOC avec Jérémy Nditap. Quelqu'un a dit que Jérémy Nditap a daté tout ce que Mayebi avait fait. Ça, c'est faux. Excusez-moi. Vous ne connaissez pas ce qui s'est dit. Quand Mayebi a laissé la SINAFOC, est-ce que vous savez combien la dette de la SINAFOC c'était? Jérémy Nditap est arrivé, il a travaillé. Et aujourd'hui, il continue à travailler. Jérémy Nditap, il fait un travail énorme. C'est le président de la SINAFOC Afrique. C'est le président de la FIPRO Afrique, pardon. Personne ne le sait au Cameroun. Jérémy Nditap, il fait un travail énorme. Mais comme Jérémy Nditap, il n'est pas comme certains qui font le boucan partout, qui passent devant les télés pour se faire voir. Mais Jérémy Nditap, il fait un travail énorme. Ça, il faut le reconnaître. Donc moi, je le redis encore une fois de plus. Moi, je demande à l'État du Cameroun. Je n'ai jamais demandé à l'État du Cameroun de l'aumône. Aucun footballeur camerounais demande l'aumône à l'État du Cameroun. Aucun footballeur au Cameroun ne demande l'argent à l'État. On demande la reconnaissance. C'est quoi la reconnaissance? Regardez par exemple l'État. Je prends l'exemple de Feu Foué. Feu Foué est mort. Feu Foué est mort sur le champ de bataille. Est-ce que quand Marie-Louise, la femme de Feu Foué, va au Cameroun avec ses enfants, il n'y a même pas un monument? C'est même pas Feu Foué. On n'a même pas reconnu ce que Feu Foué a fait pour le Cameroun. Massing est mort le jour de la Coupe du Cameroun. Même pas une minute de silence pour Massing, Benjamin. Hein? On prend Louis-Paul Fédé. Oui, mon grand frère Mabouan a dit que Louis-Paul Fédé est accompagné, l'État a donné l'argent. Et encore, tant mieux. Mais je dis que ce soit mon petit Eken, que ce soit Francis Yonga qu'on vient de perdre. On perd beaucoup de footballeurs tous les jours. Ça ne devrait pas être l'État qui devrait s'occuper de ces footballeurs. C'est les footballeurs qui doivent s'occuper d'eux. Mais pour que les footballeurs s'occupent des coéquipiers qui décèdent, il faut qu'on nous laisse la gestion du football. Et c'est simple, tout passe par là. Le jour où on va gérer l'Africa Foot, le jour où on va gérer le football camerounais, je vous promets que vous n'allez même pas avoir un footballeur qui va vous demander de l'aumône. Même pas un footballeur. Même pour les enterrer, on va les enterrer dignement parce qu'on serait un. Et tous ensemble, on va le faire. Donc, je vous redis une fois de plus, je suis d'accord que aujourd'hui au Cameroun, le footballeur doit se prendre en main. Mais pour que le footballeur se prenne en main, s'il vous plaît, de grâce pour les politiques, laissez un peu le football au footballeur. Vous verrez que ça va changer beaucoup de choses. Merci. Voilà, merci Bernard sur cette situation. Serge Pensy. Oui, comment Je ne voulais pas revenir dans le débat du Sinafort. Il est trop loin pour apprécier. Il est trop loin pour apprécier. Il faut aller ici. On sait comment ça fonctionne. Attends, c'est fini totalement au Sinafort. C'est fini totalement. Il ne faut pas qu'ils racontent. Peut-être qu'entre-temps, un Nditap a appelé, il lui a promis quelque chose parce que c'est le fonctionnement habituel. Non, moi je vous dis, je suis là-dedans, je prends ça, c'est mes responsabilités. Oui. C'est Serge Pensy qui parle. Oui. Je sais comment ça fonctionne. Comme moi, je ne fonctionne pas comme ça, c'est pour ça qu'on n'aime pas m'impliquer dans les choses. Mais Nditap, je vous dis qu'il gère mal ce syndicat. Ce syndicat n'était pas géré comme ça. Il n'était pas géré comme ça. Il n'y aurait jamais eu un problème. Les obsèques de Tato ne seraient jamais. Il y aurait eu un palais de sport plein de footballeurs avec Mayebi. Plein. Il aurait fait venir tout le Cameroun pour venir célébrer Stéphane Tato.
Vous savez combien de gens le Sénafoc a fait partie là-bas? 13 personnes. 13 personnes. Mais ça peut être un échantillon représentatif de footballeurs. Non, tout le monde. Est-ce que tout le monde peut se déplacer? On envoie une délégation. Parce que Stéphane Tato, c'est quand même le capitaine de la génération de 90. C'est ça. C'est ce qu'il représente. Et il faut le célébrer. Vous étiez au Palais de Sport? Non, mais vous parlez donc de... Oui, mais je dis que c'est que le Sénafoc devait faire. Oui. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Tout ce qui... Parce que le président Maïbi n'est plus là. Oui, parce qu'il n'est plus là. Parce que la politique, il n'y a pas de continuité dans sa politique. Là où il y avait de la reconnaissance, il fallait mettre le footballeur au centre de tout. Mais aujourd'hui, il y a un JTAP au centre de tout. Toutan peut s'énerver comme il veut. Moi, je lui dis, il peut venir au Cameroun. Je crois qu'aujourd'hui, les frontières sont ouvertes. Il peut venir. On n'interdit plus de venir, de voyager. Il peut venir voir au Cameroun. Donc, il parle de Marie-Louise. Oui, Marie-Louise, justement. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème familial. Mais est-ce que l'État ne pouvait pas... Mais les familles de Foué, ils ont tout eu. Marie-Louise, ils ont eu l'indemnité, non? De tout. Mais on a vu Marie-Louise. On a vu Marie-Louise devant l'immeuble. Je peux vous donner les chiffres. On a vu Marie-Louise. La FIFA a donné. On a payé. Attendez. C'est des hauteurs de près de millions d'euros. Alors quand vous voulez ramener les problèmes de fou aujourd'hui, c'est les problèmes de famille. Pour Marie-Louise a un problème avec sa belle famille. Qui s'entend. Est-ce que l'État ne peut pas faire quelque chose? L'État? Oui. Mais c'est un problème privé. Il s'agit de l'immeuble de Foué à Yaoundé. Oui. Il s'agit du centre de formation construit par Foué. Oui, mais c'est un problème privé. Privé entre le père de Foué et Marie-Louise. Et ce que Foué représente pour le Cameroun. Mais ce que Foué représente pour le Cameroun. Est-ce que l'État ne peut pas... Faire quoi? Aller prendre intercéder auprès... Non, s'il te plaît. Il y a des tribunaux, attendez. Aller arracher le centre, aller arracher les... Non, pas arracher, peut-être jouer des... Non, il y a une ramener les deux parties. Oui, il y a ramener les deux parties. Il y a une justice qui doit travailler. Oui. Ça, la justice doit travailler. La justice doit travailler. La justice doit travailler, c'est tout. Ok, oui, Pierre-Emmanuel Bignam. Je vais faire un parallélisme rapidement, pour que les... C'est vous-même qui dites rapidement. Hein. Oui, qu'ils comprennent. Est-ce que vous connaissez dans quelles conditions de vie vit actuellement la veuve de Oumiobe, Abou Miebel? Qui connaît dans quelles conditions de vie la famille de Wandi est actuellement plongée? Alors, le Cameroun, l'État de Paul Biya, le régime de Paul Biya, n'est pas un régime qui sait célébrer les anciennes gloires. Voilà pourquoi je dis, partant de nos martyrs, si leurs familles ont été abandonnées, combien à plus forte raison des footballeurs, sous le prétexte qu'ils gagnent de l'argent? C'est une question de politique générale du sport. Qu'est-ce que le Cameroun, l'État, le régime, président Paul Biya, a mis sur pied comme politique générale du sport? Au temps d'Aïdjo, il y avait des sociétés qui prenaient en charge des footballeurs après leur carrière, qui travaillaient là-bas, jusqu'à prendre la retraite. Ils sont retraités aujourd'hui. Et 2020, 70 ans plus tard, on a des multinationales aujourd'hui qui ne parviennent pas à continuer sur cette politique-là. Et on connaît à quelle hauteur ces multinationales contribuent au niveau des recettes fiscales des PIB de Cameroun et autres. Qu'est-ce que l'État attend? Parce que quand on parle de l'État aujourd'hui, on dirait qu'ils vont créer une manne. Non, c'est une forme, on attend une bonne organisation de la société, de toutes les couches de la société, pour intervenir dans la gestion du football, du sport en général. C'est de ça qu'il s'agit. Le Cameroun ne développe pas une politique de reconnaissance des gloires. Alors, je reviens pour dire que
la reconnaissance des gloires qui est faite aujourd'hui est à tête chercheuse. C'est une reconnaissance de quelques copains qui chantent Paul Biya, Ayop, Ayop, Ayop. C'est ceux-là qui sont... Ça veut dire quoi? Qui méritent la reconnaissance. Parce que j'ai posé un problème ici, que comment quelqu'un peut faire 18 ans comme ambassadeur dans un pays normal, sérieux? Il y a beaucoup d'anciennes gloires. Donc, c'est des images qu'il faut enlever dans la mémoire collective des sportifs camerounais et en particulier des footballeurs camerounais pour leur faire comprendre que tout le monde, à un moment donné, aura le mérite d'être accompagné par l'État. Les uns peuvent faillir, tout le monde peut faillir. On connaît même des anciens fonctionnaires qui ont failli. Mais ce n'est pas pour autant que leur CNPS ne passe pas. Il faut que l'État réorganise tout cela, que les footballeurs ne souffrent plus. Vraiment, j'aimerais qu'on revienne un peu sur 22 appartements de 90 qui sont remis au lieu indomptable en 2020. Ce n'est pas la faute. Beaucoup de joueurs, on a discuté avec des joueurs quand on préparait cette émission, ils disent que ce n'est pas la faute au président de la République. C'est la faute au ministre des Sports de l'époque. Bon, probablement aussi à un certain nombre de fonctionnaires. Oui, des fonctionnaires. On pensait que c'était l'occasion d'acquérir aussi à peu de frais un appartement. Donc la liste des 22... Non, vous dites acquérir à peu de frais, ce n'est pas... Oui, acquérir à peu de frais, c'est-à-dire gratuitement. Le président a dit 22 joueurs... Une liste de 43 noms qui atterrit. Voilà, c'est ça le problème. Ça signifie que vous avez 21 individus qui veulent acquérir gratuitement des appartements. C'est-à-dire que... Parce que vous avez dit acquérir à peu de frais. Oui, quand je dis à peu de frais, ils profitent gratuitement. La grâce de cette reconnaissance présidentielle, ils voulaient également en profiter de manière indue, bien entendu, et ça a créé un blocage. Ce qui est malheureux. Nous sommes heureux que les footballeurs se soient organisés autour des Boulébértins et aient saisi le chef de l'État qui a instruit le gouvernement de tenir enfin cette marque de reconnaissance en octroyant le don. Je voudrais simplement indiquer que pour ce qui est de la question de la reconnaissance, il faut accepter qu'il y ait de la discrimination entre les anciennes gloires. Quand on parle de basket, tout le monde n'est pas Michael Jordan. Et au Cameroun, tout le monde ne peut pas être Roger Mila. Donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait qu'il y ait de la rotation sur le poste d'ambassadeur qui a été... dont M. Roger Mila a bénéficié de la part du président de la République, son Excellence Paul Biya. Non. Roger Mila, c'est Roger... Hein. Voilà. Roger Mila, c'est Roger Mila. Bernard Tutan, c'est Bernard Tutan. Il a été un excellent footballeur, mais dans la mémoire collective, pour ce qu'il représente, Roger Mila, c'est un autre niveau. Tout comme en France, je suis désolé, Bernard Diomède... Non, Bernard Tutan n'a pas demandé d'être nommé ambassadeur. Non, je parle pas. Je dis, en France, Bernard Diomède, ce n'est pas Zinedine Zidane. Oui. Donc, ils n'ont pas les mêmes... Tous, voilà. Pourtant, ils sont tous champions du monde en 1998. Mais ce n'est pas la même aura. Donc, vous n'avez pas droit aux mêmes gratifications auquel ouvre la reconnaissance. Mais de manière globale, c'est-à-dire les médailles qu'on donne, la gratification, les gratifications financières, les mentions dans les discours du président de la République, ça concerne tous les footballeurs. C'est-à-dire quand le président de la République parle des lions indomptables, c'est les lions indomptables depuis 1962 jusqu'à 2020. Mon frère disait tout à l'heure que le chef de l'État ne les mentionne plus. Je tiens à lui rappeler que la dernière victoire des Lions indomptables, c'est quand même 2017. Hein. C'est tellement surprenant, cette victoire est tellement surprenante qu'on a souvent l'impression qu'on n'a pas gagné la CAN 2017. Mais oui, on a gagné la CAN 2017. Il faut le rappeler. Voilà, donc, avec des grands champions, hein, Michael Ngandouille, Vincent Aboubakar, ainsi de suite. Voilà. Donc, je crois que il faut effectivement que le syndicat, parce qu'il faut que le syndicat s'implique davantage pour accompagner les footballeurs dans la gestion de leur carrière et de leur après-carrière, parce qu'il faut quand même préciser une chose. Il y a des situations qui sont des situations critiques, mais ce sont surtout des situations qui concernent les anciennes gloires des années 80 et des années 90. On a de moins en moins
c'est ce cas-là aujourd'hui où la plupart des footballeurs qui font partie de l'équipe nationale sont pratiquement tous des professionnels qui gagnent suffisamment bien leur vie. Donc, ce dont nous parlons aujourd'hui concerne surtout les lions indomptables des années 70 et 80. Mais Vincent Aboubakar ne viendra pas dans 10 ans vous dire j'ai une obole là, il faut mettre 10 francs, 5 francs parce que je ne peux plus me soigner, je ne peux plus aller à l'hôpital. Non, personne ne comprendra ça. Oui. Mais un footballeur des années 70 qui a eu une carrière amateur, qui n'a pas gagné beaucoup d'argent, on peut comprendre qu'il soit en difficulté. Ça, on peut comprendre. Et je crois qu'à chaque fois que l'État a été saisi de ces situations qui sont individuelles, le président de la République a instruit le ministre des Sports d'agir en faveur de ces footballeurs-là. D'autres footballeurs, c'est-à-dire la nation, parce que quand on parle de reconnaissance, il s'agit quand même de la nation. D'autres footballeurs sont également venus au secours de leurs aînés qui étaient en situation de détresse. Donc voilà. Je pense qu'on ne peut pas dire que la nation ne manifeste pas sa reconnaissance, puisque à chaque fois que ces gars sont en difficulté, la nation est présente. Voilà, on va partir à Yaoundé où nous attend Mabouan Kessak Pelé. Bonsoir une fois de plus, Mabouan Kessak, 22 joueurs, et on nous a fait comprendre qu'il y a eu un problème de liste, 43 noms, ça a pris 30 ans pour que ça... Mais vous avez dit en première partie, vous êtes désormais propriétaire de votre appartement. Voilà, mais beaucoup de Camerounais, dans l'esprit de beaucoup de Camerounais, est-ce que une promesse de 90 qui se réalise en 2020, est-ce que la valeur reste la même? Est-ce que le symbole reste le même? Bon, je vous parle 30 secondes. C'est vrai que j'ai très peu de paroles. Ce soir, je vais d'abord réagir à tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que je réagis aussi suite au propos de Bernard en lui disant que le comité exécutif, la fédération est gérée par un comité exécutif, par un président et un comité exécutif. Et dans le comité exécutif, on trouve parfois des fonctionnaires, des anciens footballeurs, les acteurs du football, ces gens qui s'investissent. À la Fédération française de football, le seul footballeur qui était au comité exécutif s'appelait Lilian Thuram, qui a démissionné. C'est-à-dire du président et tout le comité exécutif, il n'y a aucun footballeur. Mais maintenant, où nous avons péché, ce n'est pas de prendre la fédération, c'est d'investir dans les métiers du football. Pour prendre une fédération, il faut que les footballeurs apprennent à se reconvertir en entraîneur, en corps de métier. C'est-à-dire qu'on peut être des présidents de club, on doit s'investir dans les métiers du football pour pouvoir prendre cette fédération un jour. Mais si non, la FIFA n'est pas gérée par un footballeur, la CAF n'est pas gérée par un footballeur, je connais, par mon parcours du monde entier, il n'y a pas 5 fédérations qui sont gérées par des footballeurs. Mais j'ai dit, le lobbying en 98, quand Bernard dit que la France 98, non, la France 98 n'est pas dans les institutions du football français. Ils ont un lobbying fort qui fait en sorte que leur syndicat place des entraîneurs, les managers partout où ils sont. C'est-à-dire qu'à la télé, dans les radios, dans les métiers du foot. Donc c'est un lobbying. Et c'est ce lobbying. Nous avons manqué le coach. Ici, pourquoi? Parce que certains de nos aînés, ce n'est pas de leur faute, ont côtoyé des grandes personnalités et on n'a pas eu ce lobbying fort pour pouvoir se reconvertir, pour pouvoir avoir comme les Français font. En France, je dis bien, parce que je fais partie depuis 15 ans licencié de la Fédération française de football où j'entraîne les gamins. Mais il n'y a pas de footballeur à la Fédération française de football. Maintenant, je peux dire, leur lobbying, ils ont un lobbying fort. C'est pour ça que vous allez voir des joueurs dans les radios, dans les télévisions et dans des autres secteurs d'activité comme entraîneurs. Quand on demande à leur syndicat, on veut un entraîneur au Qatar, ils disent que c'est tel qui n'a pas de boulot, on y va là-bas. Mais on les trouve aussi, comme dans le Cameroun, on trouvait des entraîneurs comme Libit, on a trouvé les entraîneurs comme Fiala, Jean-Pierre, on trouvait les entraîneurs où j'étais, Rigobert sont là. Ça, ce n'est pas la fédération et on nomme. Mais maintenant, dans la fédération même qui dirige, il n'y a pas de footballeurs. Toutes les fédérations du monde sont gérées par des hommes d'affaires. Mais maintenant, c'est à nous, les footballeurs, d'avoir un projet pour pouvoir l'aider. Pour les faire partir, il faut qu'on s'entende, c'est-à-dire occuper les métiers. Maintenant, pour revenir sur les maisons, j'ai reçu les clés de la maison à 15h cet après-midi. Je suis allé visiter, j'ai regardé, j'ai dit à mon avocat, je prends, je signe et je prends. Comme vous dites que 30 ans après, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Il y a très peu de nations qui donnent des maisons. On les compte du bout du doigt.
Donc c'est un héritage pour ma famille, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Maintenant, il y a eu des noms qu'on a ajoutés en 90. Qui auraient contribué au blocage. Moi, si je vois quelque chose, je le dis. Si je ne vois pas, je ne peux pas commenter. On a donné des maisons et qu'on a ajouté des noms, nous ne les avons pas vus. Personne ne peut démontrer. Mais maintenant, j'ai reçu ma maison, je m'arrête là et je dis merci. Et tout simplement, je peux ajouter que les leaders qui sont nos grands frères pouvaient pas seulement demander les maisons pour... Moi, je ne fais pas partie du calife, comme je rectifie aussi. M. Tato, le feu Tato ne faisait pas partie du calife. Nous sommes du rassemblement des footballeurs camerounais, le RFC. Je dis maintenant, pour ceux qui, nos grands frères avaient demandé plutôt que, pas tout le collectif, là c'est une promesse que le chef de l'État dit, mais d'essayer d'améliorer les conditions du football. Ce n'est pas l'État qui va nous améliorer, c'est à nous de s'organiser pour améliorer nos conditions. Et nous avons les moyens et les capacités de le faire. Nous avons les moyens et les capacités, nous avons des hommes. Il suffit seulement de s'asseoir sur une même table et de pouvoir gérer ça. C'est vrai qu'on peut associer les politiques pour un accompagnement, mais jusqu'à là, je ne vois pas. Regardez bien, pour ceux qui sont en France, regardez bien Bellone. Bellone a eu des problèmes. José Touré a eu des problèmes. Le reportage, il est passé il y a 2 semaines. Il vendait les Arabes, il vendait du poisson et il dormait dehors. C'est son ami, Jean Amadou Tigana, qui a pris la décision d'aider Bruno Bellone. Ce n'est pas la Fédération française de football. Ce n'est pas l'État de France. Moi, je vis en France et je vis avec des joueurs français. Je n'ai jamais vu où l'État prend en charge un footballeur parce que c'est toi de passer tes formations, de te former et même quand on meurt, nous avons des familles. Moi, je ne serais très mal si l'État peut accompagner, mais mes enfants doivent m'enterrer. Si je n'ai pas des enfants, j'ai une famille. J'ai quand même une famille, j'ai travaillé. Même si je n'ai pas travaillé, on dit nous sommes en Afrique. Même en France, les obstacles. Allez vous renseigner bien, je dis bien, comme Bernard disait, je suis bien placé parce que je vis là-dedans. Et il le sait très bien que lui-même, il est bien placé parce qu'il est aujourd'hui éducateur, entraîneur en France. Bernard, il le sait très bien. Et on peut peut-être dire, le Cameroun représente, les footballeurs représentent quelque chose de grandiose. Oui, c'est vrai, mais dans tous les pays, les footballeurs, il y a des footballeurs qui ont gagné des Coupes du Monde, qui ont tout, mais n'exagérons pas. Ok. Merci, Maman Kessak, dit Pelé. Voilà, on va sortir, nous reste quelques secondes seulement. Je me permets à vous, voilà, rapidement, tout le monde, la fin. Merci. En fait, je constate quand même que, encore une fois, le sport est venu nous détourner d'un sujet important, qui est celui du crépitement des armes à Bamenda. Et là, nous sommes rentrés dans les 22 appartements, 30 ans après. C'est la preuve de l'inertie, de la corruption, du clientélisme et de tout ce qu'on décrit dans le fonctionnement de notre État. En réalité, vous ne pouvez pas faire une promesse et la réaliser 30 ans après. Je comprends ma banque Kessak, là, qui est content, qui a reçu sa maison à 15 heures et n'attendait pas qu'il vienne tirer sur son bienfaiseur. Non, donc c'est tout à fait normal qu'il réagisse tel qu'il a fait, mais nous devons respecter nos anciennes lois, nous devons respecter nos sportifs. Quand nous faisons une promesse, nous devons la tenir et dans les délais, pas attendre 30 ans comme ça. Bien, 30 secondes. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que il faut urgemment que l'État du Cameroun revoie les états généraux du sport. Il faut que les états généraux du sport se tiennent à nouveau et que la condition du footballeur en général et du footballeur en particulier et du sportif en général au Cameroun soit revue afin qu'on ne tombe plus dans les travers de ce que nous voyons une ancienne gloire de la Coupe d'Afrique 72 traîner la hernie à Mondovision. Et pour ne pas parler des cas des artistes, des chanteurs, musiciens qui sont très récurrents. Vraiment, c'est dommage pour notre pays, mais on garde espoir parce que lorsque le MRC sera aux affaires, on va mettre tout cela dans un bon ordre. Ok, voilà. Il y a des PC, vous qui êtes aux affaires. Oui. C'est le désordre. Non, écoutez, je pense que on a tous, oui, qui n'est pas du domaine, c'est un expert sur les questions
d'électrification villageoise, mais pour ce qui est de la question des carrières footballistiques, je préfère m'en tenir à ce qu'a dit Mabouan Kesak. L'État en fait même au Cameroun beaucoup plus que ce qu'on observe partout ailleurs. Il faut effectivement que... Mabouan dit qu'il a pris ses clés à 15h. Hein. Oui, il a pris ses clés à 15h. Mais cela je suppose que ça n'influence pas son discours de manière... Non, du tout, c'est pas ce qu'il dit. Ça n'influence pas son discours de manière globale, parce que il vit en France, il vit ici, donc il est capable de faire la comparaison entre ce qu'on fait ici et ailleurs. Je pense qu'il vous a pris le cas de Bellone avec Tigana. Oui. Ce que moi je veux simplement indiquer, c'est que effectivement, il y a des réflexions qui doivent être faites. Elles concernent les footballeurs, elles concernent le syndicat des footballeurs sur les carrières, notamment des footballeurs amateurs, parce que je pense que pour les footballeurs professionnels, ces questions se posent beaucoup moins. Il faut effectivement réfléchir à accompagner les footballeurs amateurs dans leur après-carrière. Une carrière de footballeur, c'est 10-15 ans. Et vous avez 60 ou 70 ans à vivre après ça. Il faut préparer ce cap-là. Et effectivement, les questions de la reconversion, ce sont des possibilités que ces footballeurs doivent explorer. Mais quand ils sont encore en activité, pour qu'on n'ait pas à faire des quêtes en leur faveur demain ou après-demain. Ok, merci. Serge Pensy, rapidement. Oui, non, moi je dirais tout simplement que il faudrait que les footballeurs cessent de penser que le football est au centre des préoccupations de l'État du Cameroun. Ça, il faut le lui dire. Il faut qu'il sache ça. Donc moi, je demanderais plutôt au gouvernement de se pencher sur le problème du nord-ouest et sud-ouest et de trouver très vite les solutions pour ce problème. Le football, franchement, ça reste un jeu. On arrête les chantiers de la CAN, tout ça? Non, pas arrêter les chantiers de la CAN. Mais non, fait donc, la CAN, les chaînes et tout ça. Non, je n'ai pas dit qu'on arrête les chantiers de la CAN. Les chantiers de la CAN contribuent de toutes les façons au développement du Cameroun. Les chantiers de la CAN, ce n'est pas seulement les stades. Il y a les routes et tout ça. Malheureusement. Vous avez dit, on se concentre. Non, mais je dis que les footballeurs, les revendications, non, je parle bien. Les revendications, il faut qu'on arrête de penser que le football est au centre doit être au centre de tout au Cameroun. Non, les revendications des footballeurs, ça, franchement, moi, ça me fait mal au ventre. On doit continuer les chantiers de la CAN. Les chantiers de la CAN ne sont pas seulement les stades, il y a les routes à construire. Donc les routes contribuent au développement du Cameroun. C'est tout. Ce que j'ai pu déplorer dans le chantier de la CAN, c'est qu'il n'y a pas un site à Bamenda. Donc ça, dans toute cette histoire de CAN, où il y a Bafoussam à 100 km de Bamenda, il n'y a pas de site, on n'a rien fait là-bas à Bamenda. Ok, merci Serge Pensy, merci à vous Dr Ifoué, merci Pierre-Emmanuel Bihan, merci Vincent de Paul Guédé pour votre première, merci Bernard Tchoutan, merci Mabouan Kesak Pelé. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir, Kumba, Kétan.